B-Boy, B-Girl, aujourd'hui on va parler des différentes méthodes de récupération. De nos jours, dans notre discipline, c'est primordial de comprendre comment récupérer. Surtout on a une heure où aujourd'hui c'est possible de faire un battle par week-end, voire deux, de s'entraîner tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc vous devez maîtriser les différentes notions. Ces différentes notions sont quoi votre bonne volonté qui vous a poussé à vouloir vous entraîner encore plus. Elle va vous desservir parce que vous ne progresserez plus. Plus vous vous entraînez, moins vous progressez. Sauf si vous maîtrisez la récupération, et ça, on le voit tout de suite. Lorsque vous souhaitez progresser, vous devez comprendre quelle relation il y a entre l'entraînement et le repos. En fait, quand vous vous entraînez, vous faites subir un stress à votre corps et en fait cette phase, elle se passe uniquement pendant la période de repos et ça s'appelle la surcompensation. Okay. Autrement dit, quand vous vous entraînez, alors que vous devez récupérer, vous bloquez cette surcompensation donc de la séance précédente et donc en fait ça la rend nulle. Et en plus de ça, en faisant votre séance à la place de la récupération, vous allez réaliser votre séance avec un niveau d'engagement physique et mental qui sera beaucoup plus réduit. Donc là, même si vous récupérez, ce sera toujours moins efficace que si vous aviez récupéré durant votre récupération réelle. Si vous maîtrisez ce concept, vous avez tout gagné. Maintenant, on va voir les différentes méthodes de récupération. Tout d'abord, on a la récupération dite passive. La récupération passive, elle englobe toutes les techniques qui n'exigent aucun effort physique de votre part. Donc c'est mettre vraiment le corps au repos, mais de différentes manières. Ces manières, on les voit tout de suite. Alors il s'agit dans un premier temps de l'étirement, donc actif ou passif. On l'a déjà abordé dans la vidéo sur les étirements, je vous invite à la visionner si vous ne l'avez toujours pas vu. Donc durant l'article sur les étirements, je vous ai parlé des différentes fonctions des étirements. Et en fin de séance, quand vous avez pour objectif d'accélérer la récupération, non pas dans un souci de gain de souplesse, vous pouvez réaliser des étirements actifs et passifs. On essaiera toujours de les coupler avec des automassages. Parfois, ça peut être compliqué de le faire, donc on verra comment est-ce qu'on peut agencer tout ça. Maintenant, le sauna. Vous êtes très nombreux en coaching à me poser la question du sauna. Est-ce que je le fais avant un battle, avant un show? Est-ce que je le fais tout de suite après ma séance ou pas? Combien de temps? 10, 15, 20 minutes? À combien de degrés? J'ai une bonne nouvelle pour vous, on en parle tout de suite. Aujourd'hui, le sauna, ça reste un moyen efficace de récupérer et il est facilement accessible. C'est pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir dans un abonnement de salle de sport, par exemple, ou dans certaines piscines, par exemple olympiques, on peut retrouver également des saunas. Les bénéfices du sauna sont nombreux, mais on a certaines conditions à respecter. Tout d'abord, le sauna, il permet un relâchement physique et psychique, une meilleure récupération des muscles et l'évacuation des déchets accumulés pendant la séance à travers la sudation que provoque le sauna. Afin de pouvoir profiter de ces bénéfices, voici les quelques règles à respecter. D'abord, vous devez attendre entre 15 et 30 minutes après votre séance avant de commencer le sauna. On a vu qu'on avait un avantage à tirer de la sudation qui est provoquée par le sauna. Donc avant de rentrer, veillez bien de vous sécher complètement. Donc le sauna doit être réglé entre 80 et 90 degrés. Vous vous mettez en position assise ou allongée pendant une dizaine de minutes et ça vous pouvez faire 3 fois, 2 fois par semaine. Une fois les 10 minutes faites, vous sortez tranquillement du sauna, vous marquez un temps à l'air ambiant, puis vous venez vous asperger d'eau froide. Donc vous commencez toujours par la périphérie, c'est-à-dire vous commencez par les pieds, les mains, etc. Puis pour terminer vraiment au centre. Ensuite, vous immergez complètement dans l'eau froide, donc soit avec une douche, soit avec un bain. Généralement une douche est beaucoup plus accessible, donc vous vous aspergez simplement le corps complet d'eau froide. Ensuite, vous vous séchez à nouveau complètement avant d'entamer votre deuxième session de 10 minutes. Et vous recommencez le circuit, vous ressortez à l'air ambiant, on s'asperge des périphéries, au centre, complet, on se sèche, on y va une troisième fois. Et donc vous faites tout ça en respectant bien les étapes. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les 3 sessions, bien évidemment. Je vous invite à commencer déjà par une première session, voir comment le corps réagit, puis en ajouter une deuxième, voire une troisième. À la fin de votre session, à la fin des 3 sessions, mettez-vous dans une salle plus fraîche pour vous relaxer tranquillement pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Maintenant, on va voir le sommeil. Je vous parle ici du sommeil car, comme les étirements, son effet est complexe. C'est-à-dire qu'en présence, donc quand on dort bien, on a d'énormes avantages sur la performance. Et lorsqu'on dort mal, on n'a pas juste l'absence de ces performances-là, on a aussi une dégradation des performances. C'est le même effet que les étirements. Selon un article de Aurélien Broussal-Derval, dont je m'inspire pour réaliser cette vidéo, on observe une baisse des aptitudes physiques, cognitives et mémorielles, une perturbation de l'équilibre hormonal, une chute de la concentration et de la motivation, et parfois de la confiance et de l'estime de soi. Et pour finir, une irritabilité accrue.
Donc il y a plusieurs études qui viennent confirmer l'impact du sommeil sur les performances sportives. C'est un domaine qui a été énormément étudié, qui n'est plus du tout approuvé. Il y a vraiment une relation entre le sommeil et la performance. Il y a des chercheurs de Stanford en 2009 qui ont montré que 10 heures de sommeil sur des nageurs de niveau universitaire, ça leur a permis d'améliorer leur humeur ainsi qu'un meilleur temps de réaction. Donc cette notion de temps de réaction, j'y reviendrai dans une vidéo qui leur sera consacrée. C'est une notion qui est super intéressante. Pourquoi? Parce que c'est notre capacité à réagir à un stimuli. C'est notre capacité à réagir à une information. Okay? Donc comment ça pourrait se traduire avec le break? Ce serait par exemple un accent qui va bientôt arriver dans la musique où on a l'impression que le DJ commence à scratcher, du coup qu'il y a un accent qu'on peut marquer, et ben ça va être notre réaction à vite réadapter notre passage pour faire le mouvement dans le son. Ils ont observé aussi une amélioration des sprints et des virages. Donc on voit que ça a un impact sur l'aspect psychologique et physique. En conclusion, les chercheurs ils nous recommandent un minimum de 9 heures de sommeil par nuit pour les adolescents et entre 7 à 9 heures pour un sportif adulte. Donc là, les bénéfices du sommeil, ils sont multiples. On a reconstruction des stocks énergétiques, c'est ce qui nous permet d'être plus en forme. Sécrétion de l'hormone de croissance, ça a un impact sur la croissance, mais aussi sur la régénération cellulaire. Augmentation des défenses immunitaires. Et en quatrième, une amélioration des capacités de mémorisation et d'apprentissage. Donc c'est quelque chose d'hyper représentatif. Une des raisons qui pourrait expliquer que vous avez du mal à retenir par exemple votre show du Botti ou votre show votre spectacle de fin d'année, ça pourrait être dû à un manque de concentration, à un manque d'apprentissage, de mémorisation qui pourrait être dû en partie par le sommeil. Donc en partie quand vous devez apprendre quelque chose, veillez à très bien dormir. On a parlé de la surcompensation juste un peu plus tôt, et bien sachez qu'une grande partie de l'adaptation du corps, donc une grande partie de la surcompensation, se fait pendant le sommeil. En conclusion, vous devez retenir que votre récupération sera optimale si vous arrivez à dormir entre 22h du soir et 7h du matin. À ça, on peut ajouter une sieste en début d'après-midi. Il faut essayer de chercher un environnement calme et le plus obscur possible. On va voir maintenant ce qu'il faut éviter avec le sommeil. Faire un effort intense juste avant de dormir. Je sais que ça peut être contraignant pour pas mal de danseurs vu que les entraînements finissent relativement tard. Généralement, tout le monde travaille et on essaie d'aller s'entraîner après le travail. Donc les entraînements peuvent facilement terminer à 22h, 22h30. Dans ce cas-là, je vous encourage à faire en sorte que les séances où vous terminez tard, si ça ne représente pas tous vos entraînements dans la semaine, et de faire en sorte que ces séances soient un peu plus cool. Par exemple, vous pourrez travailler un peu plus la recherche ou travailler fondamentaux. Si c'est pas possible, ne vous alarmez pas, faites du mieux que vous pouvez et faites en sorte d'avoir quand même des créneaux de récupération à côté. Tentez par exemple de récupérer à travers une sieste. Deuxième chose à éviter, ce sont les entraînements trop matinaux. En fait, ils vont réduire votre récupération nocturne, ce qui va avoir pour conséquence l'accumulation de la fatigue tout simplement. Encore une fois, les emplois du temps ils sont parfois durs à gérer, donc faites du mieux que vous pouvez de s'entraîner trop tôt le matin ou trop tard le soir. C'est pas ce qui vous empêchera d'exceller, encore une fois. Mais on va dire que c'est des facteurs qui vont quand même jouer sur votre performance et aussi sur vos blessures. Parce que vous perdez en concentration et du coup vous pouvez rapidement faire un faux mouvement qui amène à la blessure. Maintenant on va parler des massages et automassages. Donc les massages ils sont réalisés par des professionnels et les automassages, donc comme leur nom l'indique, auto, vous pouvez les pratiquer vous-même. Ils vont permettre un relâchement local et général des tensions et un abaissement de la fréquence cardiaque, une diminution du stress et un gain en souplesse et une diminution des points de contracture dans le corps. Laissez-moi d'abord vous présenter les différents outils. On a tout d'abord le rouleau qui permet de masser des grandes surfaces du corps. Il y a ensuite le bâton qui va permettre de cibler plus ou moins certaines portions d'un muscle. Il est beaucoup utilisé pour sa commodité à masser de manière rapide. Et enfin la balle de massage. Donc là vous pouvez très bien prendre une balle de tennis, une balle de golf, quelque chose d'assez rigide qui va vous permettre de masser un peu plus en profondeur, de vraiment cibler certains points. Donc nous dans ce qui nous intéresse sur les automassages, ils ont énormément d'avantages. Là ça mérite vraiment une vidéo qui traitera sur le sujet. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ce genre de sujet vous intéresse. Et pour faire simple en fait ce qu'on va utiliser vraiment ça va être les massages profonds et lents. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de force sur le massage et on va chercher à masser en profondeur. Donc là vous utilisez soit le rouleau, soit le bâton, soit la balle. Donc dans un objectif de récupération, on va pratiquer nos automassages en fin de séance et on va les coupler avec des étirements actifs et passifs. Là vous avez le visuel en vidéo d'un petit protocole d'automassage étirement. Commencez par vous masser certaines zones, 30 secondes à 1 minute de série. Une fois que vous avez fini les automassages sur toutes les parties du corps, vous passez aux étirements actifs. Donc là on les a déjà démontrés dans l'article sur la souplesse. Et enfin vous terminez avec les étirements passifs. Donc comptez pour les étirements 6 à 12 répétitions. Donc pour les actifs, simplement, là comme en vidéo, le fait de monter et de tirer 1 à 2 secondes. Et pour les étirements passifs, entre 20 et 30 secondes. Maintenant, on va voir les bains froids et chauds. Donc l'immersion totale du corps dans l'eau, ça va permettre une diminution des forces de gravité sur notre corps. Donc ce qui va enchaîner avec un relâchement musculaire et une diminution de la fréquence cardiaque. Donc
peu importe la température, ça sera bénéfique. Maintenant, voyons comment gérer la température. À basse température tout d'abord. On parle de basse température lorsque l'eau se trouve en dessous de 15 degrés. Elle provoque ce qu'on appelle la vasoconstriction, donc c'est le sang, il part des extrémités pour aller vers les organes. Ce phénomène, il va principalement réduire la perception de la douleur. L'idéal, ce serait de s'immerger durant 6 à 15 minutes. Elle doit se faire dans les 30 à 60 minutes qui suivent l'entraînement. C'est intéressant surtout dans le cadre de 2 entraînements par jour. Maintenant, à haute température. On parle de haute température lorsque l'eau se trouve au-dessus de 35 degrés. Et ici, on observe le phénomène inverse, c'est-à-dire la vasodilatation. Le sang, il part des organes vers les extrémités. Le bénéfice principal, ce sera la diminution des œdèmes. Basse et haute température. En termes de température, il semble qu'avoir un contraste de 30 degrés entre le bain froid, qui serait par exemple à 10 degrés, et le bain chaud à 40 degrés, serait intéressant. Dans ce cas-là, vous faites des répétitions, des séries de 1 minute de bain froid, couplé avec 1 minute de bain chaud. Et vous faites au total 7 séries qui feront 14 minutes de bain. Maintenant, on va passer à la récupération active. Contrairement à la récupération dite passive, là, le corps il va être en action. Donc, il s'agit simplement de produire un effort type aérobie, donc cardio, de faible intensité, juste après un effort intense. Et en faisant ça, on espère favoriser un afflux sanguin, donc dans les groupes musculaires, qui vont accélérer la récupération. Donc on distingue 3 types de récupération active. On a la récupération active directe, récupération active différée et récupération active semi-différée. La récupération active directe, il s'agit tout simplement de la meilleure récupération possible. Donc pour que ça soit une bonne récupération, il ne faut pas que ça soit un effort pour le sportif, pour vous. Il faut vraiment que ça soit quelque chose d'assez tranquille, d'assez cool. Donc concrètement, ça serait par exemple après une séance type passage, condition battle, et bien juste après, vous allez faire une petite session de top rank vraiment très légère, ou de course ou de vélo. Moi, je vous inviterais davantage à faire du vélo si possible, si vous avez quelque chose de disponible, sinon de la course et en dernier lieu le top rank. Donc maintenant, on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut récupérer en fonction de notre séance. Donc par exemple, après une séance de type recherche ou chill, où on cherche simplement à se faire plaisir, la récupération utile dans ce cas-là, elle est inutile. Dans le cas d'une séance Power Move Tricks, autour des fondamentaux, 5 à 8 minutes de récupération active avec retour au calme. Après une séance axée sur les passages, donc avec vraiment une exigence physique haute, faites 6 minutes de récupération active associée derrière à un apport en sucre, d'accord? Donc barre de céréales ou fruits. Après une séance de préparation physique comme je les élabore dans mes coachings, je vous recommande de récupérer pendant 8 minutes. À ça, vous ajoutez également la prise d'un aliment sucré. Dans le cadre d'un battle avec plusieurs rounds, pas de récupération active. Par contre, pensez bien à ingurgiter quelque chose de sucré. Priorité aux substances liquides qui seront beaucoup plus rapidement assimilées par l'organisme plutôt que le solide qui mettra un peu plus de temps à être digéré. Si par exemple vous avez fait un round de battle qui a duré un peu plus longtemps que prévu, si vous aviez prévu que ça allait faire 2 passages ou 3 passages et qu'au final il y a par exemple tie break et qu'on rajoute un passage supplémentaire, là on va faire une récupération active mais de quelques minutes seulement et même consigne ingurgiter quelque chose de sucré en privilégiant les substances liquides. Donc bien évidemment quand je dis substances liquides sucrées, évitez Coca, évitez Red Bull. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, il n'y a rien de plus néfaste. Ensuite on a la récupération active différée. Donc là comme son nom l'indique, elle va être à distance des séances. Donc parfois par manque de temps ou par contrainte horaire, on a vu que dans certains cas on pouvait finir à 22h, 22h30, ça peut être compliqué de rajouter derrière encore une session de récupération. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le faire le lendemain, d'accord, le lendemain matin en priorité ou dans la journée. Dans ce cas-là, le mieux c'est de mélanger à la fois la récupération active, d'accord, et une récupération passive. Donc le passif, ça serait tout ce qui est automassage, étirement actif et passif, et le côté actif, ça sera tout ce qui est course, vélo, top rock, sans descente au sol. Donc dans ce cas précis, on va faire en sorte que les périodes actives soient plus longues que les périodes passives. Privilégiez des moments courts pour la récupération passive. Donc pour résumer, lorsque vous faites une récupération active seulement, vous allez être sur de la course ou marche dynamique, sur du plat avec une intensité faible. Là, je ne vais pas vous donner de notion de kilométrage ou autre. C'est vraiment propre à l'individu, propre au sportif, propre au danseur, d'évaluer ce qui pour eux n'est pas un effort important. Donc tout ça pendant une durée d'au moins 30 minutes. Une récupération qui va être dite semi-active, donc à la fois passive et active, vous pouvez être sur quelque chose comme du yoga pendant 30 voire 45 minutes. Et pour une récupération active plus passive, là vous allez pouvoir faire par exemple 15 minutes de yoga, 12 minutes de course, 8 minutes d'automassage. Donc voilà, vous pouvez varier. Ensuite, on a la récupération semi-différée. Là, il s'agit tout simplement en fait de scinder en deux votre séance de récupération. C'est-à-dire que vous allez en faire une première juste après votre séance
et une deuxième à distance de cette séance. Donc en début de vidéo, on a parlé du fait qu'on a énormément de chance en France de pouvoir faire quasiment un battle par semaine, mais on peut se demander est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Eh bien oui, vous pouvez le faire, je vous encourage vivement à d'ailleurs faire des battles régulièrement, d'accord? Pas forcément avec la même intensité, pas forcément avec la même importance, mais vous pouvez le faire. Et le meilleur moyen de récupérer, pour récupérer juste après un battle ou un show, faites 12 à 15 minutes d'effort léger. Donc footing, vélo, top rock, jam, etc. Puis le lendemain matin, vous faites une vingtaine de minutes, encore une fois, top rock, course ou vélo. Voilà, vous savez tout. Bien évidemment, il existe une pléthore de méthodes qui vous permettent de récupérer. Ici, j'ai choisi de cibler uniquement les méthodes qui sont facilement accessibles, peu onéreuses et ne demandent pas d'expertise particulière. Donc, parmi celles qui existent, c'est pas exhaustif, mais on va avoir le sauna par infrarouge, on va avoir toutes les méthodes d'acupuncture, l'oxygénothérapie hyperbare, il y a aussi tout ce qui est supplément alimentaire. Ça, je considère que dans une certaine mesure, c'est peut-être pas la première chose à faire. Il existe encore plein d'autres méthodes. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne récupération, bonne semaine à vous. Encore une fois, si l'article vous plaît, n'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos techniques à vous et vos ressentis sur les méthodes que vous utilisez. J'apprécierais aussi de savoir si vous avez pu tester grâce à cette vidéo d'autres méthodes et savoir si elles vous ont plu. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!